Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui des secrets de famille. Pourquoi cette thématique? Parce qu'on est en mois universel 7, on est le septième mois de l'année, juillet, et puis en plus, comme on est en année universelle 9, on est donc en mois universel 7. Et comme je vous l'expliquerai, comme je vous l'expliciterai un petit peu plus tout à l'heure, la vibration du 7, ou plutôt on va le faire à l'inverse, lorsque l'on parle de secrets de famille en numérologie, la vibration du 7 peut nous apporter quelques pistes de réflexion sur le sujet. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des secrets de famille, je vais vous présenter juste très rapidement l'agenda le programme des causeries à venir et puis deux, trois événements à venir un petit peu concernant mon actualité. Ça, les personnes qui ne peuvent pas être présentes aussi, elles peuvent avoir accès. Donc, le programme des causeries, voilà, vous avez les dates qui apparaissent, les thématiques. Ça peut évoluer sur le plan des thématiques, mais normalement, on devrait rester à peu près là-dedans. Au niveau des dates, c'est tout, sauf le 30 août où c'est un samedi, et il me semble que j'ai proposé à 11 heures la causerie. Les autres dates, c'est plutôt des lundis de mémoire, et donc ce sera toujours à 12h30. Voilà. Et Ah donc, merde. comme à chaque fois, en fait, ce que je fais, moi, c'est que la thématique, je la traite sur un plan transgénérationnel et en parallèle, je vais aussi faire le lien avec les vibrations numérologiques et quelques éléments astrologiques qui peuvent nous apporter justement des éclairages au sujet des thématiques. Voilà. Donc, avant de commencer, agenda de la rentrée, un événement incroyable qui va se dérouler à Paris. C'est la troisième édition de ce week-end, donc un week-end de constellation familiale que nous co-organisons avec ma collègue et amie Valérie S. Donc à Paris, j'ai mis la Tour Eiffel parce que ça se passe au pied de la Tour Eiffel dans un lieu incroyable. Et voilà, donc si ça vous intéresse de participer à un week-end de constellation en collectif, qui sont toujours des moments intenses, des moments très forts émotionnels sur tous les plans. Enfin, voilà, c'est souvent des moments de grande libération, puis il y a des choses importantes qui se passent, des éclairages, des prises de conscience qui s'ouvrent, et puis aussi un rapport à soi différent qui se met en place au sein des constellations, parce qu'en fait, on prend conscience quand on est en collectif et qu'on se met au service des constellations des autres, eh bien qu'on peut ressentir que nos ressentis peuvent servir aussi le processus des autres. Donc il y a vraiment quelque chose dans le rapport de soi à soi, y compris quand on ne vient pas directement travailler sa problématique, qui est d'une grande richesse lors des week-ends comme ça de constellation familiale. Donc ce sera le week-end du 20-21 septembre à Paris, le samedi et le dimanche. Voilà. Et la dernière chose, c'est la nouveauté, et après, je vous promets, on parle de secret de famille. La grande nouveauté, c'est que j'ai créé deux modules e-learning, donc accessibles à vie, pour introduire un petit peu, pour présenter ce que j'ai développé là depuis 2 ans. Donc, dans ces deux modules, il y a un module d'initiation à ce que j'ai appelé la numérologie des mémoires cellulaires, qui est une numérologie qui est vraiment à visée thérapeutique, qui nous aide à décrypter en profondeur les mémoires transgénérationnelles, mais aussi les mémoires de vie prénatale et toutes les empreintes psycho-émotionnelles qui peuvent en découler, hein, et avec lesquelles on se construit et qui vont générer un ensemble de schémas répétitifs au fil de notre vie jusqu'à ce jusqu'à ce que ces empreintes aient pu remonter à la conscience. Donc c'est un module d'initiation, voilà. Et le second module, c'est un module de découverte du thème central de la numérologie des mémoires cellulaires, qui est le cercle de l'empreinte primale. Euh, c'est une formation, donc c'est une approche que j'ai développée en 2024 et j'ai animé toute une formation cette année pendant 9 mois, à l'issue de laquelle les 4 personnes qui suivaient la formation ont été certifiées praticiennes en numérologie des mémoires cellulaires et dans la pratique du cercle de l'empreinte primale. Voilà, donc pour faire connaître un petit peu cette approche qui est une approche vraiment très éclairante et passionnante. C'est surtout moi, c'est toujours ça qui m'anime pour les personnes qui me connaissent, c'est toujours la passion avant tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ces deux modules.
Et comme je suis en lancement là, bah voilà, puis que j'ai envie pour l'été, et ben il y a un tarif préférentiel jusqu'au 19 août. Vous aurez les infos si ça vous intéresse avec le replay de la causerie. Et surtout, vendredi prochain à la même heure, je vais animer une masterclass gratuite sur le sujet des mémoires prénatales et transgénérationnelles dans la numérologie. Voilà, donc c'est gratuit. C'est ouvert à tous, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous y inscrire. Vous aurez le lien dans le mail contenant le replay de la causerie que je vous enverrai cet après-midi. Voilà, j'en ai terminé avec euh, la communication et donc on va pouvoir passer au secret de famille. Alors, je vais vous demander juste pour les personnes qui ont parce que je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde, pour les personnes qui ont leur audio qui est toujours allumé, peut-être de le mettre en silence le temps que je présente les choses, parce que sinon, ça va interférer avec ce que je raconte. Et pour les personnes hypersensibles auditives comme moi, ça peut être un petit peu dérangeant. Voilà. Je vous remercie. Donc, les secrets de famille. Les secrets de famille, c'est un gros morceau dans le travail de l'analyse transgénérationnelle. C'est vraiment un gros, gros morceau. Ça va renvoyer à tout ce qui va être caché, tout ce qui va être tu, tout ce qui va être parfois oublié, mais qui reste actif de manière inconsciente et qui va se transmettre ce qu'on dit, enfin on dit transmettre en creux, c'est-à-dire par défaut de transmission, il va y avoir les empreintes de ces non-dits qui vont continuer de se transmettre de génération en génération. Je vous ai mis trois citations de trois psychanalystes qui ont beaucoup travaillé sur la question. Donc, Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont beaucoup travaillé sur les fantômes et les cryptes générés par les secrets de famille, et donc qui disent que ce qui n'a pas pu se dire revient sous forme de symptômes. Donc, on va voir un petit peu quel type de symptômes peuvent émerger justement au fil des générations. Anne Ancelin-Schunzenberger, qui est quand même la psychanalyste qui a rendu visible et qui a fait connaître la psychogénéalogie, l'analyse transgénérationnelle en France. Elle écrit dans Aïe mes aïeux, ce que l'on ne dit pas s'imprime, ce que l'on tait, l'enfant le porte. Et c'est vrai qu'il y a un ensemble de psychanalystes qui considèrent, de psychanalystes transgénérationnels, qui considèrent que les mots des enfants ce sont avant tout des symptômes transgénérationnels. Donc ça, c'est très intéressant quand on a conscience de ça. Alors, j'ai un message dans la messagerie. Ah, pas de souci, c'est une personne qui est en retard. Bonjour, bonjour, aucun problème. C'est des espaces ouverts, les causeries, hein, donc chacun peut aller et venir, rentrer, sortir. Voilà, c'est ouvert. Et donc, Anne Schutzenberger, elle dit aussi, il n'y a pas de secret sans symptôme, et elle dit que le symptôme, c'est le langage de ce qui ne peut pas se dire autrement. Voilà. Je trouve que ces trois citations qui viennent assez bien introduire les effets des secrets de famille sur un plan transgénérationnel. Donc, Serge Tisseron, qui est un autre psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur la question, il dit qu'il y a trois conditions pour constituer, pour créer, pour fabriquer un secret. Il va y avoir l'interdit de savoir de quoi il s'agit, puis l'interdit de savoir que quelque chose est caché. Donc, interdit de savoir de quoi il s'agit, interdit de savoir que quelque chose est caché, et ça concerne toujours un événement douloureux, honteux ou non conforme à la loi sociale. Pour Tisseron, le secret de famille, c'est pas un non-savoir, c'est un savoir interdit ou un interdit de savoir. Et toujours selon le même psychanalyste, et ça c'est très important de l'avoir à la conscience quand on fait un travail en transgénérationnel, c'est que les secrets de famille, ils ne sont pas toujours faits pour être révélés, mais ils sont là pour être compris, pour être intégrés, pour être digérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas toujours besoin de savoir ce qui est secret. On n'a pas besoin d'avoir. Et puis, de toute façon, on ne peut pas vraiment. C'est un peu aussi une illusion que de se dire qu'on va pouvoir percer les secrets. Donc, l'idée, c'est pas de percer le secret, de mettre à jour ce qui a été caché, c'est plutôt d'essayer de comprendre le contexte dans lequel a émergé ce secret, quelle a été sa fonction, comment est-ce qu'on a continué de le faire revivre et comment est-ce qu'on peut s'en libérer aujourd'hui. Donc, c'est plus d'intégrer l'invisible du secret
et comment l'invisible du secret agit sur notre vie plutôt que de à tout prix vouloir percer le secret. Donc, comment ça se construit, un secret? Un secret, ça se construit en 3 générations. C'est-à-dire que au niveau de la première génération, le secret, il est indicible. C'est-à-dire que l'événement a été tellement traumatique ou tellement honteux que les personnes qui l'ont vécu vont décider de ne plus en parler pour se protéger, hein, notamment pour ne pas revivre émotionnellement euh, le traumatisme associé à cet événement douloureux. Donc, comme on n'en parle plus, le secret il devient indicible et on ne va pas transmettre les choses. Donc, il y a un défaut de transmission. Indicible, on n'en parle plus. La génération des enfants, elle sent bien qu'il y a quelque chose. Elle sent quand elle évoque, quand elle pose des questions, ses parents réagissent d'une certaine manière, que ça peut déclencher des émotions, des larmes, de la colère. Donc, l'enfant sent qu'il y a quelque chose. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il sent que c'est douloureux pour ses parents ou ses grands-parents. Donc, l'événement pour les enfants devient innommable. On ne sait plus de quoi il s'agit. Le contenu est ignoré. Donc, l'existence même du secret, là, ne va pas pouvoir être transmise parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a un secret ou pas et on ne sait pas de quoi il s'agit. Et à partir de la 3e génération et au-delà, les événements deviennent impensables. On ne sait même plus qu'il y a eu un secret quelque part. En revanche, les traces du secret vont se manifester dans l'inconscient, au-delà de nous, de différentes manières, que ce soit par le biais de symptômes physiques, de symptômes psychiques, de ressentis étranges. Voilà, il y a tout un ensemble de manifestations dont je vais parler qui viennent comment éclairer le fait ou ouvrir des pistes de réflexion sur le fait que quelque part il y a pu avoir un secret. Ça me fait par exemple penser à quelqu'un qui est venu participer à une constellation collective, une des premières constellations collectives que j'avais organisées. Et il est arrivé, ce monsieur, en me disant, ça fait 2 constellations collectives que je fais où je suis représentant et à chaque fois, j'incarne le secret. Donc je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre du secret dans mon histoire. Ça peut être ça aussi, vous voyez, les manifestations inconscientes. Pour lui, c'était à chaque fois qu'il était représentant dans ces constellations, il avait toujours le rôle du secret. Donc ça a commencé à éveiller chez lui un ensemble de questionnements intérieurs sur c'est quoi le secret dans ma vie à moi. Donc, se libérer du secret, bah, ça passe évidemment, quand c'est possible, par la mise en parole, par le fait de dire. Sauf que c'est complexe parce que toute la famille a une interdiction de verbaliser et de parler. Donc, dire n'est pas toujours possible. Et c'est d'ailleurs pas toujours souhaitable non plus, on a vu qu'un secret, il n'est pas toujours fait pour être percé. Et donc, la mise en parole, elle n'est pas toujours possible. Mais quand elle est possible, la mise en mots est libératrice. Ensuite, quand c'est pas possible, eh ben, il peut y avoir un ensemble d'actes symboliques réparateurs qui peuvent être importants pour aller rechercher des indices du secret de famille avec différents types de supports et qui peuvent aider justement à ensuite libérer l'invisible du secret. Donc ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être aussi un travail en psychocorporel, ça peut être un travail d'écriture intuitive, ça peut être par le biais des constellations ou de l'aptopsychothérapie, voilà, des choses comme ça, ou tout autre type d'accompagnement qui vont permettre d'aller travailler sur l'invisible, libérer l'invisible du secret quand la mise en mots n'est pas possible, du contenu du secret. Donc là, je vous ai remis des grandes thématiques hein, sur lesquelles portent les secrets de famille. Bah, tout ce qui va toucher aux enfants, à la filiation au couple. Ça peut être tout ce qui touche à des morts inacceptables. Donc là, c'est pas forcément le secret. On va dire que la mort en tant que telle n'est pas forcément un secret. Ce qui va être secret ou maintenu secret, ça va être les conséquences
émotionnel des décès. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'aime bien donner des petits exemples. J'ai un petit exemple personnel, hein, pour les gens qui me connaissent, vous savez. Toujours par rapport à mon grand-père paternel, qui est décédé quand mon père avait 2 ans. Et, euh, et ensuite, ma grand-mère s'est remariée avec celui que je considère comme mon grand-père, puisque moi, je l'ai toujours connu, et qui a adopté mon père. Et j'ai pris conscience, il y a très peu de temps, hein, cette année, qu'il y avait il y avait comme un secret de famille autour de mon grand-père paternel, André, donc, qui est décédé prématurément. Puisqu'en réalité, j'ai pris conscience que je n'avais jamais vu de photo de lui, on m'en parlait assez peu. Et même si tout le monde, c'est pas un secret qu'il est dans on va dire que les circonstances de son décès ne sont pas un secret. euh, voilà, on sait que ça a été dramatique pour tout le monde, mais on ne parle plus du mort. On n'en parle plus parce que, et je me rends compte que même moi, je n'ose pas toujours en parler, notamment avec ma grand-mère, parce que j'ai à la fois peur de réveiller chez ma grand-mère un émotionnel qu'elle a enfoui, et à la fois peur de blesser mon grand-père, donc l'époux de ma grand-mère, qui a remplacé d'une certaine manière André. Et il y a comme quelque chose où là, ce qui va être tabou, ça va pas être le décès en tant que tel, mais c'est l'émotionnel figé associé au décès. Voilà. Après, les grandes thématiques, ça peut être les thématiques qui portent sur tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, du corps, des maladies, des handicaps. Ça peut être pourquoi pas de l'argent, de certains métiers qui ont pu, à un moment de l'histoire, être mal perçus, soit par la société, soit par la famille. Ça peut être des histoires d'exil et de migration. Ça peut être des crimes commis. Ça peut être aussi des rôles qui ont été joués lors d'événements appartenant à la grande histoire. Voilà. Un des exemples les plus, on va dire, les plus proches de nous, entre guillemets, ça peut être le questionnement qu'on peut avoir sur est-ce que nos ascendants, ils ont été plutôt résistants ou plutôt collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Et du coup, il va y avoir des rôles qui vont être, qui peuvent devenir ensuite des secrets de famille, des rôles, des événements, hein, des choses qu'on a pu vivre. Alors, il y a quelqu'un qui me posait la question sur quand je parlais des 3 générations là. Non, non, ça s'arrête pas à la 3e génération en fait. Euh, Après, en fait, on va dire qu'à la 3e, 4e génération, c'est là où le secret il va devenir le plus. On ne sait plus qu'il y a eu un secret, et c'est là où les manifestations inconscientes vont devenir les plus importantes. Et donc, souvent, ça reste quand même, bon, en tous les cas aujourd'hui, à ce moment-là que les personnes engagent un travail sur elles, 3e, 4e génération. Et après, si à la 3e génération ou à la 4e génération, il n'y a pas de travail qui a été fait, ben on peut s'imaginer que derrière, les générations suivantes, elles vont peut-être rejouer inconsciemment, là, peut-être non plus le secret, mais les symptômes manifestés par cette 3e et cette 4e génération. Il va y avoir des répétitions, des loyautés aux symptômes. Donc, les fonctions du secret de famille, ben, d'abord et avant tout, de protéger le système familial. Ça, c'est une chose, la première chose, hein. Maintenir l'homéostasie. L'homéostasie, hein, dans le langage transgénérationnel, c'est l'équilibre au sein de la famille. Maintenir le système familial comme un tout, oui, comme un tout équilibré. Voilà. Donc, protéger le système familial de l'implosion. Ensuite, c'est aussi les secrets de famille, ils ont pour objectif de préserver l'honneur des personnes qui ont pu être affectées par ce qui a été vécu par l'événement traumatique. Donc, préserver l'honneur, préserver l'identité, préserver le lien aussi. Je pense par exemple à des trahisons. Eh bien, quand il y a eu des trahisons, euh, dissimuler ces trahisons, ça permet aussi de préserver le lien entre les personnes. Le lien, ça peut être, alors je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple d'infidélité conjugale, eh ben, ça peut être maintenir non seulement le lien entre les époux, mais maintenir aussi possiblement le lien entre les autres personnes de la famille, les
famille, c'est que ça peut être un garde-fou contre l'effondrement psychique. Mais en même temps, la grosse difficulté, c'est que, et ça a été démontré par pas mal de monde, et c'est Françoise Dolto qui disait qu'il faut 3 générations pour fabriquer un psychotique, c'est qu'en fait, à la fois le secret de famille, on va dire qu'il est créé dans l'intention pour protéger l'effondrement psychique, pour éviter que les personnes deviennent complètement folles parce que c'est trop douloureux ce qui a été vécu, mais en même temps, au fil des générations, l'une l'un des symptômes, l'une des manifestations psychiques de l'existence de secrets de famille, ça peut être des psychoses, des dépressions graves profondes ou des psychoses. Parce que alimenter, maintenir, reproduire, transmettre un secret de famille, ça vient euh, créer une rupture intérieure dans les repères en fait de la transmission. Il y a des choses qui ne sont pas dites et donc derrière les générations, la troisième génération notamment, en fait, elle peut manifester les non-dits par des problématiques psychiatriques. Voilà. Il y a une question, je prends la question. Hop. Ça a coupé. Est-ce que les autres, ça a coupé pour vous aussi? On me dit que ça a coupé. Non, c'est bon. OK. Je poursuis. Donc, les conséquences transgénérationnelles du secret, bah, ça peut être des symptômes inexpliqués, des somatisations corporelles, des malaises, des blocages. Alors, par exemple, il y a un ouvrage de Anne-Ancelin Schutzenberger et de Bruno Clavier qui s'appelle Ces enfants malades de leurs parents, et dans lequel ils expliquent assez bien ce processus-là sur le comment des secrets, notamment les secrets des parents, eh bien, les enfants vont les manifester dans leur corps. Donc, eux, ils s'intéressent particulièrement aux somatisations sur le plan intestinal associées à des donc intestinales et au niveau du côlon, des problématiques comment de défécation pour aller à la selle et tout ça, de constipation et puis tout un ensemble de problématiques comme ça, ou d'encoprésie, donc les enfants qui n'arrivent pas à retenir leur caca, hein. Eh bien, et ils font le lien avec notamment des secrets en lien avec des abus sexuels qui ont pu se produire dans les générations précédentes. Donc évidemment, on se dit qu'on ne va pas en parler, quand il y a des choses comme ça, on ne va pas parler à nos enfants de ce type de choses des tout petits, parce que voilà, pour les protéger aussi, pour éviter des effractions psychiques chez l'enfant aussi. Mais bon, il faut avoir la conscience qu'il peut y avoir des liens. Alors attention, euh, je ne suis pas en train de dire que dès que les enfants ont des problématiques intestinales, ça veut dire qu'il y a des secrets de famille. Attention aux raccourcis, hein. Je suis en train de dire que si on pressent des choses, voilà, il peut y avoir ce type de symptômes derrière quand il y a eu des secrets de famille. Euh, voilà, il peut y avoir donc des répétitions de schémas, des syndromes d'anniversaire, des retours du refoulé. Des syndromes anniversaires, c'est répéter soit au même âge, soit une même date des drames, sans savoir de quel drame il s'agit. Il y a je ne sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle ce film? Il y a eu un film en transgénérationnel, je vais retrouver le titre et puis je vous le mettrai dans le replay, très intéressant justement sur les types de conséquences transgénérationnelles des secrets. Et c'était ces liens qui nous... il y a lien dans le titre du film. Je vous remettrai ça. Et il y a deux exemples notamment que j'ai en tête. L'exemple d'une jeune femme qui avait une trentaine d'années et qui, on voyait que physiquement, elle avait des traits plutôt métissés. Mais dans sa famille, et son père était assez métissé aussi. Mais les deux grands-parents étaient blancs, voilà. Et tout le monde faisait comme si personne n'était métissé dans la famille. Et donc, cette jeune femme-là, elle avait des grosses difficultés pour se construire, pour construire sa vie, pour avancer, et sur un plan professionnel et sur un plan personnel. Et elle pressentait qu'il y avait quelque chose, et elle voyait bien son père très métissé, elle se disait qu'il y avait quelque chose. Et à chaque fois qu'elle essayait d'aborder le sujet, c'était, mais non, voilà, on noyait le poisson, ou il y avait, je crois qu'il me semble que la grand-mère s'énervait, ou il y avait des choses comme ça. Et puis, de recherche en recherche, il me semble que sur son lit d'hôpital ou dans sa maison, dans son EHPAD, elle a pu aller échanger avec sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a révélé que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était tombée éperdument amoureuse d'un soldat américain, noir américain, et que de cette relation,
eh bien, avait été conçu son père, mais que le mari de cette grand-mère avait adopté, enfin avait reconnu, c'est pas qu'il l'avait adopté d'ailleurs, c'est qu'il avait reconnu l'enfant comme s'il était le sien et que personne n'en avait jamais parlé. Et donc voilà. Comment est-ce que ça peut se manifester en termes de conséquences? Cette jeune femme-là, elle n'arrivait pas à se construire, elle était bloquée dans sa construction et elle ressentait un malaise sans explication. Il y avait un autre exemple qui était celui d'un homme et ça va faire écho avec un exemple d'une de mes patientes clientes que je vais vous partager tout à l'heure, un homme qui, au moment où il devient papa, sombre dans une dépression profonde et lui-même n'a pas connu son père, euh, qui est décédé avant sa naissance. Voilà. Mais on ne parle pas trop des circonstances du décès, et voilà. Et pareil, de fil en recherche, je dirais, à force de questionner, donc sa mère, elle ne veut pas en parler, et puis il commence à questionner un petit peu l'environnement, parce qu'il est vraiment en dépression profonde, il n'arrive pas à incarner son rôle de père. Et ce qui ressort, c'est qu'il devient père à l'âge exact où son propre père aurait dû lui-même devenir père et que ce papa-là, son papa à lui, qu'il n'a jamais connu, s'est suicidé quand sa mère était enceinte. Donc en fait, sa dépression profonde, elle vient résonner avec le suicide. En fait, c'est pas la mort et parfois un secret peut en cacher un autre. C'est pas le décès du père qui était tabou dans l'histoire, c'était les circonstances du décès du père. Et c'est de ça dont on ne lui a jamais parlé. Tout le monde était au courant, sauf lui. Le papa s'est suicidé pendant que lui, il était en gestation dans le ventre de sa mère. Et puis, encore avant, le père de son père avait perdu un bébé, il me semble, et c'est pareil, il avait dû aussi se suicider pendant que sa femme était enceinte suite au décès du premier enfant. Donc, on voit comment sur 3 générations, il y a ce syndrome anniversaire. Quand je deviens père à 40 ans, il y a un drame dans ma vie, une explosion psychique, soit qui se manifeste par du suicide, soit dans le cas de ce monsieur-là, c'est une dépression grave sur laquelle il n'aurait pas forcément pu mettre de sens sinon. Voilà. Donc ça peut générer aussi des problématiques de place confuses dans l'arbre. Hein. Souvent, moi, les gens qui viennent me consulter, une de leurs problématiques principales, c'est j'arrive pas à trouver ma place. C'est très confus, les histoires de place. Donc ça aussi, ça peut éveiller. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a secret de famille. Attention quand il y a une place confuse, mais ça peut éveiller aussi, voilà, ça peut éclairer des pistes de réflexion. Les secrets de famille, en termes de conséquences transgénérationnelles, ça peut aussi amener des personnes qui vont être boucs émissaires dans l'histoire familiale. Dans l'histoire familiale, il y a un membre de la famille qui va être celui qui va cristalliser toutes les souffrances, tout le trauma, tous les tabous associés au secret, et donc qui va être rejeté par le reste de la famille. Et la fonction du bouc émissaire, elle est très intéressante aussi hein, dans l'histoire famille, enfin, dans les histoires familiales, parce que le bouc émissaire, comme il cristallise tous les tabous, tous les non-dits, toutes les souffrances, toute la violence du système, il est mis en dehors du système, on le rejette. Et donc, le système, enfin, on va dire que le système, inconsciemment, met au travers de cette personne à l'extérieur du système cette violence et peut maintenir cet équilibre apparent de tout se passe bien chez nous, c'est cette personne-là qui a un problème. Voilà. Et enfin, comme je vous l'ai dit, des problématiques de dépression grave et de psychose. Donc, tout ce qui va être de l'ordre des maladies psychiatriques, ça peut résonner avec des secrets de famille. Ça peut. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a bouc émissaire ou dès qu'il y a psychose, il y a secret de famille. Mais il est possible. Ça peut être des conséquences transgénérationnelles, des secrets. Voilà. J'ai des questions, donc du coup, je vais y répondre avant de continuer. Peux-tu reciter le livre Enfants-parents? Oui, c'est Ces enfants malades de leurs parents. Et c'est de Anne-Ancelin Schutzenberger et Bruno Clavier. Je crois que c'est Bruno Clavier, j'ai un doute. En tout cas, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger et elle écrit avec un homme, un autre psychanalyste. J'ai un doute si c'est Bruno Clavier ou pas, mais enfin, vous pourrez le trouver. Ces enfants malades de leurs parents. Ce qui nous lie, mère, attends, non, ça c'est le livre, mais on n'a pas encore le nom du film. Elle nous l'envoie dans le replay. Ah oui. Si c'est possible que ce soit ce. Non, je ne sais plus. Je vous l'envoie. Hein. Je vous l'envoie dans le replay, le titre de ce film qui est accessible. Alors,
Je crois que c'est un film indépendant, donc qui est vraiment très bien, hein, si les questions du transgénérationnel vous intéressent. Donc vous pouvez, il me semble qu'on peut payer pour faire un peu cinéma à la maison, vous voyez. On peut payer une somme, je sais plus, peut-être 5 euros ou quelque chose comme ça, pour pouvoir regarder le film à un horaire précis chez soi. Mais je vous enverrai ça. Un truc avec les liens. Euh, ah, bon, ça va me revenir. Voilà. Euh, Donc, bah, repérer un secret de famille, on en a déjà parlé, des zones floues, des incohérences dans les récits familiaux, des dates qui manquent, des personnes oubliées ou des personnes idéalisées aussi, ou des personnes qui vont être euh, euh, bouc émissérisées, hein, les méchants des histoires familiales. Bon, à chaque fois que quelqu'un arrive en disant, oh, cette personne-là, elle était odieuse, elle était méchante, elle était OK, ça vient toujours me titiller où je me dis, tout est cristallisé autour de cette personne. Donc, elle vient bien manifester, elle vient bien exprimer le symptôme d'autre chose par rapport au système. Voilà, ça peut être donc les silences pesants, ça peut être des phrases comme chut, tais-toi, il vaut mieux pas savoir, on parle pas de ces choses-là, ou ça peut être à l'inverse des familles au sein desquelles on se dit chez nous on peut parler de tout et on maintient l'illusion qu'on peut parler de tout, mais dans le réel c'est pas le cas. Après, il y a des familles au sein desquelles on peut parler de tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais mais voilà, il peut y avoir des familles dans lesquelles, non, non, mais chez nous, on peut parler de tout, mais dans le réel, en fait, on ne peut pas parler. Et on ne parle quasiment de rien. On peut parler de tout ce qui est superficiel, on peut bavarder, mais on ne peut pas communiquer en profondeur. Et donc, ça peut être aussi donc, des symptômes, comme je vous l'ai dit, des manifestations psychosomatiques, des émotions débordantes. Je passe à proximité d'un lieu, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Ça peut être, on évoque un sujet, ça me génère un malaise intérieur. Et puis, ça peut être tout un ensemble de questionnements, de doutes sans cause apparente. Voilà. Oups. Donc voilà un petit peu déjà sur l'histoire. Attendez, je reviens à mon. Voilà. Sur, on va dire, la partie un petit peu plus théorique, transgénérationnelle de ce qu'est un secret de famille et de ce qu'il recouvre. Alors, je vois que j'ai des questions. Oui, c'est ça, pardon. Merci, Jocelyne, Anne-Ancelin Schutzenberger et Ghislain Devrode. Je ne sais pas trop comment prononcer. Ces enfants malades de leurs parents, Jocelyne, elle a mis le titre de l'ouvrage sur l'histoire des enfants là dans le chat. Et donc, en aparté, un très beau film actuellement au cinéma de Cédric Clapiche, La venue de l'avenir. C'est ça, j'arrive pas à lire un des mots. Ok, merci Hélène, très bien. On note. Ça, c'est bien, hein, les partages comme ça de référence. Euh, voilà. Donc maintenant, sur un plan numérologique et sur un plan astrologique, comment est-ce qu'on peut repérer l'existence de secrets de famille? Comment est-ce qu'on peut, plus que repérer, je dirais, questionner? Parce que les vibrations numérologiques, comme les éléments astrologiques, ils ne détiennent aucune vérité en soi. Donc attention aux raccourcis. Et le numérologue ou l'astrologue n'est en aucun cas un sachant. Ça, c'est important. L'astrologue et le numérologue, à mon sens, ça va être un enquêteur. C'est quelqu'un qui va poser des questions. C'est un chercheur et un éclaireur. Mais donc, ces vibrations-là et ces éléments astrologiques, ça va être des petites lumières qui peuvent s'allumer en nous et qui peuvent nous amener à aller questionner ce qui peut se jouer pour la personne. Mais au final, c'est toujours à partir du discours, du récit de la personne, on va faire émerger, on va retrouver les traces des secrets, si secret il y a vraiment. Parce que l'interprétation numérologique comme astrologique, elle est tellement complexe, il peut y avoir tellement de dimensions différentes d'une interprétation que, à mon sens, il serait assez risqué et pas juste, en fait, hein, que de plaquer des vérités. Donc, tout ce que je vous transmets dans les causeries, c'est jamais des vérités à plaquer. C'est toujours des pistes de réflexion et surtout des pistes de questionnement. Donc, le 7 en numérologie. Et en astrologie, Pluton, la maison 8.
Donc, je vous ai mis, hein, comme d'habitude, Pluton, c'est cette planète-là. La maison 8, donc, alors, c'est toujours un petit peu plus simple de transmettre des choses sur le plan numérologique que sur le plan astrologique, parce que l'astrologie, moi je dis toujours, hein, la numérologie, on apprend une langue étrangère, hein, la langue numérologique, et puis il y a un alphabet. Et cet alphabet-là, on fait des phrases avec et on fait tout dialoguer. Donc, il suffit de connaître l'alphabet et la symbolique de l'alphabet pour réussir à faire des phrases. Mais l'astrologie, c'est un peu comme apprendre le japonais. Il n'y a pas un seul alphabet. Il y en a plein qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui dialoguent ensemble. Et donc, c'est toujours plus complexe, je trouve, de transmettre des éléments de réflexion en astrologie, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'astrologie. Voilà, parce que c'est plus complexe. Ça ne veut pas dire que c'est plus riche, hein. Les deux approches sont extrêmement riches l'une et l'autre, mais l'astrologie, à mon sens, mais c'est peut-être l'histoire que je me raconte aussi, hein, c'est plus complexe à transmettre. Voilà. Donc, planète Pluton, qui est associé au signe astrologique Scorpion. Et un thème de numérologie, ça se présente comme ça, grosso modo. L'ascendant, il est toujours représenté par une flèche qui ressort un peu plus, et c'est ce qu'on appelle la maison 1. Et c'est toujours à gauche. Donc, quand vous voyez un thème astrologique, vous savez que la flèche de gauche, qui ressort un peu plus, c'est l'ascendant, c'est la maison 1. Et ensuite, il y a 12 maisons en astrologie. Et ces 12 maisons, ça représente 12 domaines de vie. J'avais fait déjà une causerie là-dessus, il me semble, début 2024. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. Et donc, la maison 8, vous pouvez la repérer facilement, la maison 8, parce qu'en face de l'ascendant, il y a une autre flèche qui ressort en général un peu plus que les autres, c'est le descendant. Et la maison qui débute juste après le descendant, c'est la maison 8. C'est cette maison-là. Et dans cette maison-là, qui est la maison qui correspond à Pluto et au Scorpion, c'est une maison qui nous parle aussi de secrets de famille. Donc il peut y avoir, quand on voit qu'il y a plein de planètes dans cette maison-là, ça peut aussi éveiller des questionnements par rapport à l'histoire familiale. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la vibration du 7, c'est une vibration qui nous parle de secrets de famille? Parce que c'est une vibration qui vient, ou plutôt, comment sur le plan des mémoires cellulaires, le 7 résonne avec, euh, quel type d'empreintes, je veux dire plutôt, se retrouvent sur le plan cellulaire derrière cette vibration du 7. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan prénatal, le 7e mois de la gestation, c'est le mois du retour, on va dire que c'est le mois de la préparation intérieure du bébé au retournement pour aller en vue de la naissance. Donc c'est un moment, je dirais, de retournement intérieur qui précède le retournement dans la matrice. Donc c'est un moment où le bébé, il va être en connexion avec son monde intérieur. Et c'est un moment où le bébé, il est particulièrement en connexion avec son monde intérieur aussi, parce que c'est le moment où s'active un ensemble de perceptions subtiles pour le bébé in utero. 7e mois de grossesse, c'est le moment où l'ouïe fine se développe, où le bébé commence à entendre des sons, à ressentir notamment la voix du père. Donc il va y avoir tout un ensemble de perceptions subtiles qui s'activent et qui vont progressivement l'amener à engager le retournement dans la matrice au 8e mois de grossesse. Sur un plan transgénérationnel, alors toujours sur un plan prénatal, derrière la vibration du 7, il peut y avoir des empreintes de froideur émotionnelle, des empreintes de retrait relationnel. Il peut y avoir des empreintes, pourquoi pas, déjà de secret de famille, de non-dit, de rejet, donc peut-être de rejet de la grossesse, de déni, de doute. Et on sait qu'un bébé in utero, même s'il n'a pas conscience avec exactitude du pourquoi, du comment, il ressent émotionnellement et sur le plan aussi des perceptions, il va ressentir tout ce que sa maman notamment traverse sur un plan émotionnel. Et le bébé, il n'est pas en capacité de discerner ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Donc il va tout prendre pour lui, comme si c'était à lui que ça arrivait et comme s'il était la cause de tout ce qui se passe. Voilà.
Donc, sur un plan prénatal, voilà le type d'empreintes qu'on retrouve autour du 7. Et toutes ces empreintes-là, c'est des empreintes qui peuvent résonner ou qui peuvent être justement des symptômes de cette histoire de secret de famille. Et sur un plan transgénérationnel, eh ben, on va retrouver tout ce que je vous ai présenté aussi quand j'ai développé autour du secret de famille. C'est-à-dire, on retrouve donc sur un plan transgénérationnel des mémoires de secret ou de famille ou de non-dit, des mémoires de rejet, bouc émissaire, vilain petit canard, des mémoires d'imposture, des mémoires de personnes incomprises, des mémoires de doute et de déni. Et le doute et le déni, c'est deux attitudes qui sont au centre des secrets de famille. Je pressens quelque chose, mais je doute. Ou bien tout le monde sait, mais on est dans le déni, on nourrit le déni. Doute et déni, c'est vraiment deux indications qu'il peut y avoir un secret de famille. Ça peut être des empreintes, alors ça c'est peut-être plus en prénatal, mais en transgénérationnel aussi, d'isolement psychique, se sentir seul, une forme de solitude existentielle qui va avec l'incompréhension, et puis ce que je vous disais, des problématiques de dépression, des problématiques psychiatriques importantes. Voilà. Et des problématiques de tout ce qui va toucher aux salissures, aux mémoires de salissures, de honte. Et là, on a vu que les salissures et la honte, c'était l'origine de la fabrication, c'était une des origines possibles de la fabrication d'un secret de famille. Donc le 7, il appelle vraiment à aller éclairer, à mettre de la lumière, à retrouver une forme de sagesse intérieure euh, et à faire du sentiment de solitude existentielle un espace d'éveil à soi et au sacré. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant vraiment avec les vibrations numérologiques comme avec les vibrations astrologiques, c'est qu'elles nous donnent on va dire qu'elles allument en nous, praticiens, des lanternes, des lumières qui nous invitent à questionner, mais elles vont aussi nous indiquer quel est le chemin pour transmuter. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que l'astrologie et la numérologie ce sont vraiment deux langages qui sont éminemment évolutifs. Et pour l'accompagnement thérapeutique, ils nous offrent des clés incroyables de transmutation, des clés incroyables pour orienter l'accompagnement thérapeutique en tant que praticien, mais aussi des clés d'autonomisation des personnes en face, puisque quand on leur transmet un petit peu les enjeux évolutifs associés à ces différentes vibrations, eh bien, elles peuvent réactiver les personnes aussi leur capacité d'agir et puis retrouver en elles les ressources pour activer dans la lumière ce qui a besoin de l'être. Voilà. Et donc, sur le plan astrologique, Pluton, le Scorpion, la maison 8, il y a plein d'éléments sur le plan astrologique qui pourraient parler du secret. J'aurais pu vous parler de Neptune, mais Neptune, ça va plus parler du mystère que du secret. Mais j'ai choisi hein, Pluton. Alors, bon, les gens qui connaissent un peu l'astrologie, ils vont dire que Pluton, le Scorpion, c'est des énergies qui cumulent un petit peu tous les maux, mais parce que la vibration plutonienne, la vibration scorpion, c'est justement des vibrations qui sont des alchimistes. Donc, c'est ces vibrations-là éminemment puissantes qui nous permettent d'aller au cœur de l'obscurité pour transformer, pour ramener de la lumière et puis pour dégager tout ça, justement. Donc, Pluton, hein, c'est le maître des profondeurs. Donc, c'est le maître du monde des défunts, donc de tout ce qui va toucher au tabou, à l'obscurité, mais aussi aux morts symboliques et aux renaissances. Et Pluton, la vibration scorpion, donc nous parle de tous les tabous en lien avec l'existence. Donc, tout ce qui va toucher à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sexualité, héritage, secret de famille, occulte, tout ce qui relève de l'obscurité. Voilà. Et la maison 8, c'est le domaine de notre vie où on peut justement, alors c'est souvent décrit comme la maison des crises et des transformations, mais c'est une maison, on va dire, de descente dans nos profondeurs psychiques qui nous permet justement d'aller ramener de la lumière. Donc quand il se passe des choses dans la maison 8, dans un thème natal, eh ben, soit ça peut nous indiquer justement, enfin c'est pas soit d'ailleurs, ça vient indiquer des éléments, des domaines, des dimensions
qu'on a besoin d'aller transmuter, qu'on a besoin d'aller voir dans leur ombre pour pouvoir les transformer, mais ça vient aussi nous donner un ensemble d'indications sur les talents extraordinaires que la personne a. Une personne qui a beaucoup de choses dans sa maison 8, ça va être un thérapeute, un chirurgien, un enquêteur, un détective extraordinaire. Beaucoup de choses dans la maison 8 ou beaucoup de choses dans le signe du scorpion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, je vais vous donner des exemples maintenant. Je vais vous donner deux exemples d'accompagnement et puis voilà, de personnes que, oui, que j'ai accompagnées à un moment ou à un autre, du comment est-ce que le secret de famille s'est manifesté et a pu ou pas se libérer. Donc, et je vous partage à chaque fois des éléments de leur thème de naissance en astro et en numéro. Alors, donc l'exemple d'Annick. Donc Annick, elle, se sépare de son compagnon la veille de découvrir qu'elle est enceinte. Ce dernier refuse de reconnaître l'enfant. Annick choisit d'élever seule cet enfant. Et puis quelque temps après, elle va rencontrer un homme qui deviendra le père de son second enfant et qui va adopter le premier et l'élever comme son fils. Lors de sa seconde grossesse, euh, donc son mari a adopté son premier fils, Annick apprend que sa propre mère a été elle-même adoptée, mais qu'elle ne le sait pas. Donc la maman d'Annick ne sait pas qu'elle a été adoptée. Et Annick devient dépositaire du secret de famille. Toute la famille paternelle est au courant. Mais cette famille paternelle a promis à la famille maternelle, adoptive, adoptante, de ne jamais révéler le secret pour protéger la maman d'Annick. Donc, et la maman d'Annick, elle va découvrir qu'elle a été adoptée autour de ses 60 ans, tandis qu'elle voilà, elle perd ses parents et puis c'est un notaire qui va lui dévoiler. Donc, sans le savoir, Annick a reproduit une partie de cette histoire, une partie de ce secret. Comment? Eh bien, elle-même, en donnant naissance à un enfant qui sera adopté par un homme qui n'est pas son géniteur biologique. Sauf qu'Annick, elle a choisi, sans le savoir au départ, hein. Attention, elle ne sait pas encore quand elle donne naissance à son premier enfant. Elle choisit de dire la vérité à son enfant. Dès le départ, dès tout petit, elle choisit de clarifier pour son fils. Elle choisit de dire la vérité. Et voilà, et ça, c'est fondamental. Parce qu'on a dit que pour libérer un secret de famille, la parole, la mise en mots, elle était fondamentale. Et en mettant en mots la vérité, même, alors même qu'elle n'est même pas au courant qu'il existe un secret hein, dans l'histoire familiale, eh bien, elle va débloquer, elle va libérer ce secret, puisque derrière, son fils pourra avoir, lui, des enfants qu'il pourra élever lui-même. Hein. Donc voilà. Donc même si Annick ne saura jamais réellement qui sont ses grands-parents maternels, donc le contenu, on va dire que le, la réalité hein, ben, ne pourra pas percer le secret. En revanche, et malgré le fait qu'elle ait reproduit en partie cette histoire-là, en libérant la parole, eh bien, elle vient couper avec l'invisible du secret qui se transmettait de manière inconsciente de génération en génération. Donc maintenant, comment est-ce que ça se manifeste dans ces thèmes de naissance? Déjà, on voit que sur le plan numérologique, Annick, elle naît au mois de juillet. Donc son premier cycle de vie, c'est un cycle qui vibre 7. Et en face, bon là c'est un petit peu technique pour les numérologues, mais on a une action, une porte de l'âme, une première action de 33,6. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec la famille et qui dépasse le noyau familial, hein. Quelque chose de secret, de non-dit, de tabou, de flou. Euh, Quand on regarde ce qui se joue dans le plan d'expérience, la maison 7 est ouverte. On ne sait pas qu'il existe un secret. Mais pour autant, on peut dire que l'âme d'Annick a choisi
de télécharger un programme. Et là, je lui emprunte sa manière de formuler les choses, a choisi de télécharger un programme pour en faire un reset. Elle a choisi son âme a choisi de télécharger un programme transgénérationnel en se disant, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je remets les compteurs à zéro pour ouvrir de nouveaux possibles sur le plan familial. Voilà. Et on voit, si on va un peu plus loin, que sur les nombres de la personnalité, Annick a un nombre de réalisations 7, qu'elle a un nombre actif, un nombre de rayonnements, son prénom vibre aussi 7. Donc on voit bien qu'il y a des endroits particuliers où ce 7 s'exprime et sur le plan numérologique, et je ne l'ai pas mis là, mais dans son cercle d'empreinte primale, c'est son nombre pardon, de complétude qui vibre 7. Donc c'est vraiment avec l'énergie de la vérité, de la transmission, de la mise en lumière, de la quête de sens, qu'Annick, elle peut, je dirais, se rassembler intérieurement avant de se donner naissance dans la vie ou de donner naissance à ses projets dans la vie. Voilà. Et sur le plan astrologique, eh bien voilà ce qu'on retrouve. On retrouve une femme qui a un ascendant scorpion, qui, conjoint à l'ascendant, va avoir une lune. Donc on voit bien qu'il y a un secret qui porte sur la mer. Une lune conjointe, elle, au nœud sud, mémoire transgénérationnelle, bagage, héritage transgénérationnel, et à Neptune, mystère. Donc il y a un mystère transgénérationnel autour de la mer qu'Annick vient transmuter avec le scorpion. C'est répété plus dans un thème numérologique comme dans un thème astrologique. Ce qui va être important, c'est la répétition des signes. Plus les signes sont répétés dans un thème, plus ça vient éclairer nos lanternes. On le voit ici, chez Annick. On voit ici aussi qu'il y a une tragédie, un drame, hein, l'association, le dialogue entre Pluton et Uranus, conjoint au milieu de ciel. Et sur le plan des mémoires cellulaires, le milieu de ciel, ça vient nous parler de la mer. Donc il y a quelque chose de dramatique en lien avec la mer. Ça résonne encore avec ici. Et puis, quand on va regarder la maison 8 d'Annick, on observe deux choses. On observe le fait que sa maison 8 est très, très, très habitée par 5 planètes, même si on peut dire que Mercure, la dernière planète, elle est à la limite de la maison 9, sauf que Mercure est rétrograde, le petit R qui est là. Ça veut dire que Mercure, c'est la planète de l'expression, hein, de la communication, entre autres. Et donc, c'est plutôt une planète d'extériorisation, mais quand elle est rétrograde, ça veut dire que c'est gardé à l'intérieur. Donc, on voit bien ici la marque du secret, en plus dans la maison 8. Euh, donc, on a bien quelque chose ici. On trouve également, on trouve toutes ces planètes-là ici. Et puis, ce qu'on voit d'autre dans sa maison 8, c'est elle vient intercepter un axe. Vous voyez? L'axe Capricorne-Cancer, là, il est intercepté, ça veut dire qu'il n'y a aucune maison, aucun petit triangle qui débute dans cet axe-là. Et sur le plan de la numérologie des mémoires cellulaires, l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe qui vient nous parler des parents. Et quand c'est intercepté, ça peut venir nous parler d'un inconscient, du fait qu'on n'est pas conscient de qui sont nos parents. Donc, il y a quelque chose ici qui vient nous parler de ce secret. Puis en plus, le cancer, c'est le signe qui nous parle de la mer. Cancer intercepté en maison 8, il y a un secret autour de la mer. Voilà comment son thème peut venir éclairer tout ça. Après, avec autant de planètes en maison 8, on se dit qu'Annick, ça doit être une thérapeute extraordinaire. Un autre exemple d'une personne qui n'est pas thérapeute. L'exemple d'Amandine. Alors, Amandine, euh, elle prend rendez-vous avec moi, je ne la connais pas, ça n'a pas du bouche à oreille non plus. Et dès que je la vois assise dans la salle d'attente, je ressens un malaise, un champ de fréquence très étrange. Je l'accueille, elle vient me voir pour une séance d'astronuméro. Dans son discours, tout est flou, beaucoup de choses pas claires. Je comprends au fil de la séance qu'elle a sombré dans une grave dépression après la naissance de ses enfants, que ça a été très loin dans les traitements psychiatriques qu'elle a reçus, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'errance psychiatrique, d'errance diagnostique, avec des diagnostics erronés. Euh, Elle a perdu la garde de ses enfants
elle était dans une relation très toxique avec le père de ses enfants. Elle vient me voir à un moment où elle tente de reconstruire un lien avec ses enfants. Mais évidemment, c'est compliqué parce qu'elle est désignée comme la folle, celle qui va mal, celle qui est problématique, évidemment, la mère toxique. Donc, pour vous dire à quel point le champ de fréquence est important, c'est que moi, en tant que thérapeute, quand je la reçois, eh ben, je suis pas à l'aise et je me sens aussi dans le doute. Et je me pose la question de savoir si effectivement, c'est pas une personne qui me balade et si c'est pas une personne qui est effectivement toxique. Donc, voilà, pour dire à quel point le champ de fréquence est puissant. Mais bon, je l'accueille, c'est une première séance, en plus, je l'accueille vraiment sans aucun a priori, en observant. Et donc, au fil des séances, elle viendra me voir deux, trois fois, au fil des séances, ce qui émerge, c'est que dès la naissance, sa voix dérange. Alors, elle, dans sa famille, typiquement, sa mère dit tout le temps, chez nous, on peut parler de tout. Mais en fait, Amandine, elle me dit qu'elle ne peut parler strictement de rien avec ses parents. Que dès qu'elle essaye de parler de quelque chose, il n'y a jamais de problème. Tout va bien. C'est une famille qui va bien. Mais pour autant, elle ressent que ça va très mal et qu'il y a de la violence et tout ça, mais tout va bien en extérieur. Et donc, au fur et à mesure de la remontée de l'histoire familiale et puis de son histoire prénatale à elle aussi, on s'aperçoit que, enfin, elle me partage que dès la naissance, sa voix dérange parce que c'est un bébé qui pleure. Donc, c'est un bébé qui pleure et c'est un bébé que la mère a du mal à supporter. Euh, Dans les faits, ça je l'ai déjà dit, voilà. Et donc, au fur et à mesure du travail en transgénérationnel, alors là, on n'a pas du tout le fin mot de l'histoire, hein, c'est un travail en cours, mais ce qui émerge, c'est qu'il y a un grand-père maternel ou un arrière-grand-père dont on parle très peu, qui serait décédé prématurément dans des circonstances très étranges, mais qui aurait eu lui-même des problématiques psychiatriques importantes et qui aurait beaucoup fait souffrir sa famille. Donc là, dans cette histoire-là, il est impossible de percer le secret. Et ça n'a aucun intérêt, puisque s'il y a secret à cet endroit-là, comme on l'a vu, c'est pour préserver quelque chose. Donc l'idée, c'est pas de pousser pour percer le secret à tout prix, c'est pas possible. En revanche, ce qui est important dans cet accompagnement-là, c'est d'aller conscientiser l'empreinte de l'invisible et de cet invisible de secret dans la vie d'Amandine et comment est-ce que ça a imprégné sa maternité. Donc c'est dans ce sens-là et comment en fait ça a peut-être imprégné les maternités de génération en génération. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'accompagner, notamment avec l'aptopsychothérapie en mêlant constellation et aptopsychothérapie transgénérationnelle. Voilà. Et donc là, on voit bien hein, ce que je disais tout à l'heure, il faut trois générations, enfin c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ce que Françoise Dolto disait, il faut trois générations pour fabriquer un psychotique. Bah, le cas d'Amandine, c'est, voilà, on est, alors elle n'est pas psychotique, mais on n'est pas loin. Il y a des problématiques de dépression grave, de dépression sévère et de graves soucis de santé mentale. Voilà. C'est ce qu'on. Voilà, bon, ça va peut-être un peu loin, mais c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure de Nicolas Abraham et Maria Torok. Ils parlaient de crypte et de fantôme. Hein. C'est quand il y a eu ce secret, et ben derrière, il y a une crypte qui se forme dans l'inconscient transgénérationnel, dans l'inconscient des descendants. Et dans cette crypte, il y a des fantômes qui continuent de hanter inconsciemment les descendants. Voilà. Et donc, sur le plan astronuméro, l'exemple d'Amandine, il est très intéressant aussi. Elle est née un jour 7, un jour qui vibre 7. Et elle vient me voir alors qu'elle est en année 1 de son action 7, de son plan de vie. On voit bien qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière là. Hein. Euh, Amandine, elle a du 2 en maison 7, donc quelque chose en lien avec la mère, le 7, voilà. Hein. Mais la maison 2 est ouverte. Donc, comme tout à l'heure pour Annick, pour Amandine, il y a un programme en lien avec le maternel que son âme a choisi de télécharger pour faire un reset absolu dans cette vie-là. Et on voit bien que ça vient imprégner sa perception du monde,
voilà, la manière dont elle analyse, dont elle peut discerner. Il y a un moment, ce qu'on peut se dire ici, hein, si on fait le lien avec le secret de famille, c'est qu'il y a une confusion psychique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la fabrique de la psychose avec le secret, une confusion psychique, hein, confusion avec le de fusion, confusion, qu'elle vient justement libérer. Et puis, comme Annick, elle a aussi un prénom qui vibre 7 et aussi un nombre de réalisations qui vibre 7. Donc ça, voilà, je trouve que c'est quand même assez. Alors, toutes les personnes qui ont des secrets de famille ou qui sont dépositaires inconsciemment de secrets de famille, encore une fois, elles n'ont pas toutes un nombre de rayonnements et un nombre de réalisations 7, voilà, hein. Mais c'est quand même deux exemples que j'ai choisis comme ça, en fait, euh, sans intention au départ et où je me suis rendu compte en préparant la causerie qu'il y avait quand même ces résonances très fortes entre les deux thèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un nombre héréditaire, donc son nom de famille, il vibre 5, et que dans la maison 5, il y a du 7. Donc c'est la maison centrale, la maison 5. Sans entrer en détail dans l'interprétation de ce que ça signifie, on voit bien qu'on a encore comme quelque chose de l'ordre de l'empreinte du non-dit, du silence qui imprègne tout son champ d'expérience sur le plan numérologique. Donc voilà. Et sur le plan astrologique, qu'est-ce qui se joue ici? Eh bien, là, pour Amandine, ce qu'on observe, ça va être qu'on a ici, donc déjà, il y a la Lune qui est en maison 8. Donc, la Lune en maison 8, la Lune, on a dit que c'était la mère, hein, qui est conjointe, comme dans le thème d'Annick, d'ailleurs, au nœud sud. Donc, des mémoires transgénérationnelles en lien avec la mère, dans la maison du secret, dans la maison des non-dits, dans la maison de l'obscur, hein, de l'ombre. Donc, il y a des choses ici. Et puis, on trouve cet autre élément qui est Chiron. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais effectivement, euh, ici, Chiron, ça vient représenter une blessure d'incarnation aussi, en cancer, en lien avec la mère, dans la maison 8. Et puis, on peut regarder Jupiter qui peut nous parler ici. Voilà, Jupiter qui est en opposition avec Neptune. Si on prend juste la lecture basique, hein, on a un excès de mystère dans l'axe parental, encore une fois, ici, qui a encore quelque chose de pas clair, de flou, hein, qui peut venir expliquer ce qu'elle vit aussi avec ses enfants. Et puis, on trouve Pluton, qui est à la pointe au tout début de la maison 12, qui est la maison des mystères, et à domicile en Scorpion. Donc voilà, on voit qu'il y a du flou, il y a du trouble, il y a du nébuleux par rapport à tout ça aussi. Donc on retrouve aussi ici des traces sur le plan astrologique. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je vais maintenant couper l'enregistrement pour qu'on puisse échanger de manière un petit peu plus intime. Alors, comment je fais pour couper?